Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, le journal, les titres. À la une de l'actualité de ce soir, bus rapide transit, une délégation gouvernementale dirigée par le Premier ministre Amadou Ba a visité les chantiers après les casses lors des dernières manifestations. Sur les 23 stations, 19 ont été saccagées. Un rapport d'évaluation sur les dégâts et la mise en place d'une police mobile pour la sécurisation sont en vue. Vous entendrez le compte-rendu de Aliou Sow dans ce journal. Ces manifestations, toujours les casses au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le SOS lancé par le CESTI, le groupe E-Media Invest apporte son soutien. Une délégation dirigée par le directeur général Alassane Samba Diop était sur place ce matin. Vous suivrez le compte-rendu de Madja Diop dans cette édition. Ce 14 juin marque la célébration de la journée mondiale du don de sang, une journée pour rendre hommage aux donneurs de sang volontaires, donner de son sang pour sauver une vie. Les Sénégalais ont-ils la culture de faire un don de sang? Élément de réponse dans cette édition avec Khadija Ndat Diouf. Et en fin d'édition, retrouvez la rubrique découverte comme chaque mercredi. Nous allons aujourd'hui vous parler de la paroisse Kalansnes. C'est dans le sud du Sénégal, à Djembereng. Les précisions à suivre dans cette édition avec Hassan Ba. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar vandalisée lors des dernières manifestations les 1er et 2 juin 2023. Le CESTI saccagé. Une délégation du groupe E-Media Invest a visité aujourd'hui le centre d'études des sciences et techniques de l'information. Le directeur général du groupe Alassane Samba Diop regrette et dénonce ces actes. Alassane Samba Diop apporte son soutien à cette école de journalisme. Le point avec Madja Diop. C'est une délégation de 7 personnes avec à sa tête le directeur général du groupe E-Media Invest qui s'est rendu au CESTI. Cette visite intervient après le saccage des locaux de l'unique école publique de journalisme au Sénégal, suite aux manifestations du 1er juin. Après avoir constaté les dégâts, le directeur général du groupe E-Media Invest et ancien du CESTI exprime toute sa désolation. Émotion. Ressenti de grande émotion en venant ici au CESTI et rappeler ce qui s'est passé le 1er juin au Sénégal est un traumatisme pour tous les Sénégalais. Et nous profitons. Ceci, c'est un patrimoine, pas seulement national, mais mondial. Parce que ceci a pu former des générations et des générations de journalistes. Donc nous sommes très fiers, partout en Afrique et dans le monde. Si vous dites que vous êtes cécien, vous êtes accueillis avec une grande déférence. Par la qualité de l'enseignement qui est donné ici, par la qualité des savoirs qui sont dispensés dans cette école. Le directeur du CESTI magnifie le geste du groupe E-Media et affirme que le CESTI sera toujours debout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est réconfortant parce que nous avons quand même vécu ou subi une attaque barbare, il faut le dire, d'un lieu de savoir, d'une institution en Afrique de l'Ouest de manière générale. Et c'est toujours bien de recevoir ce genre de soutien-là qui peut nous aider à rester forts et à reconstruire. Cela est d'autant plus important que dans le management du groupe, nous comptons beaucoup de diplômés du CESTI qui, je crois, ressentent la même chose que nous et qui nous l'ont exprimé de la meilleure des manières. C'est de l'obscurantisme qui est promu à ce niveau-là et nous devons nous battre pour que le CESTI reste debout et reste plus fort parce que nous sommes là pour former de bons journalistes, de bons professionnels de la communication sociale. Et il n'est pas question qu'on baisse les bras parce que nous connaissons ce que vit le secteur. Au nom de l'ensemble du personnel, le groupe E-Media a apporté son soutien au CESTI et d'autres initiatives seront entreprises par le groupe pour aider l'école. D'ailleurs, le CESTI a lancé un appel à la solidarité pour accélérer sa reconstruction. Madja Diop, nous restons sur ces manifestations, travaux du bus rapide transit. Le Premier ministre Amadou Ba, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et le ministre des Infrastructures Mansour Faye ont visité les chantiers du bus rapide transit BRT et c'est pour constater de visu les dégâts causés par les violentes manifestations. Également prendre des mesures urgentes pour la livraison du bus rapide
rapide transit à date échue. Le compte-rendu est signé à Lusowa. Ouai Liberté 6, toutes ces 19 stations ont été saccagées par les manifestants. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement fait le bilan. 19 stations sur 23 ont été vandalisées. Le système de biétique détruit. Toute la signalisation le long du corridor vandalisée et détruite. Au niveau des stations aussi, il n'y a plus de vitrage. Des actes qui vont impacter la date de livraison du BRT. Le Premier ministre révèle qu'un rapport sera produit pour une évaluation des dégâts et que le gouvernement fera de son mieux pour le respect du délai de livraison. J'attends un rapport. J'ai demandé au ministre des Infrastructures que ce rapport parvienne au Premier ministre pour que je puisse le partager avec le président de la République dès la semaine prochaine. Mais en attendant, les travaux vont redémarrer immédiatement et les travaux vont se poursuivre. L'objectif du gouvernement et nous travaillerons pour que les délais soient respectés. Antoine Diome annonce la mise en place d'une police des mobilités pour la sécurisation du bus rapide transit, mais selon le ministre de l'Intérieur, il urge de protéger les travaux en cours. Le chef de l'État a décidé de la mise en place d'une police des mobilités, police dédiée spécifiquement au BRT. Ce sera une compagnie spéciale, comme nous l'avons vu pour le TER, qui s'occupera exclusivement de protéger les passagers, mais également les bus. Mais avant d'en arriver à cette phase de protection, il faudra au préalable, et c'est l'urgence, assurer la protection des travaux en cours. Une finalisation au mois d'août et une exploitation au mois de décembre, tel était l'objectif fixé avant les manifestations. Mais les actes de vandalisme risquent de prolonger le délai. Le gouvernement assure qu'il mettra les bouchées doubles pour respecter cet objectif. Aliso, controverse sur la diffusion d'images de ces manifestations. Interpellé sur la question, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Diome, précise qu'une enquête a été ouverte et qu'il appartiendra à la justice sénégalaise de dire toute la vérité sur cette affaire. Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur, que voici au micro de Aliou Sowa. Il s'est installé au Sénégal une controverse sur la diffusion de certaines vidéos. Je voudrais ici aussi annoncer qu'une enquête a été ouverte sur de tels faits. Et chaque partie, ou en tout cas chaque observateur, peut amener sa part de vérité. Mais il appartiendra en définitive à la justice de dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Voilà ce que je voudrais dire comme précision sur des controverses qui peuvent jaillir ça et là. Et ensuite, repréciser que ce ne sont pas des controverses qui sont propres à notre pays. Aujourd'hui, j'ai regardé d'ailleurs sur l'international qu'il y avait une controverse sur les campagnes de désinformation qui pouvaient intéresser un ou plusieurs pays. Voilà aussi ce que je voulais apporter comme précision supplémentaire sur la controverse qu'on a notée depuis quelques jours sur la diffusion d'images et qu'il appartiendra précisément à la justice saisie de l'affaire sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mise en œuvre par le Premier ministre, d'apporter toute la lumière sur les faits sus-évoqués. Au chapitre toujours de ces manifestations qui ont secoué le Sénégal, le bureau exécutif du Conseil national du patronat du Sénégal a fait le bilan des pertes enregistrées. Au-delà du bilan économique, un bilan social est à noter avec des travailleurs qui vont partir en chômage technique. Ils ont fait face à la presse hier. C'était en présence de Ami Diouf. Les violentes manifestations ont été dévastatrices pour l'économie du Sénégal. Les saccages et les pillages de plusieurs infrastructures socio-économiques, édifices publics et autres biens constituent des milliards de francs CFA. Pour éviter une crise beaucoup plus profonde, Beydi Agne, président du Conseil national du patronat du Sénégal, prend les devants. Ce climat sociopolitique apaisé, le Sénégal en a besoin. Et l'entreprise le veut durable jusqu'à la présidentielle 2024 et même pérenne après celle-là. Donc notre message est qu'il n'est pas acceptable et incompréhensible que l'entreprise continue d'être ciblée, saccagée, pillée, brûlée et sacrifiée en raison de différends et de divergences politiques.
Les banques ne sont pas épargnées par cette crise. 14 banques impactées. Les pertes sont estimées à 3 milliards de francs CFA. Les banques, on nous a toujours reproché d'être beaucoup de banques et pas assez de guichets et d'agences. Si nos agences de proximité sont rendues hors d'usage, c'est le service bancaire qui est bloqué et c'est le service public de banque que nous délivrons qui est perturbé. Le chef de l'État a demandé l'évaluation. Nous allons essayer de donner l'évaluation la plus objective. C'est ce même cas qui a été noté dans le secteur du tourisme. Les activités sont paralysées. Un appui de l'État s'impose. Parce que le malheur dans notre secteur, c'est que quand on perd la confiance, quand les gens n'ont plus confiance, il faut du temps pour que ça revienne. Que tu nous as toujours apporté dans notre secteur. Mais nous avons encore besoin de ton soutien. Parce que, encore une fois, il faut que le crédit hôtelier, aujourd'hui, ça a abondé à nouveau pour permettre effectivement de tenir. Plusieurs entreprises ont répondu à l'invitation du CNP, les membres du secteur privé, toujours à la quête de solutions pour apaiser la tension sociopolitique. Ami Diouf qui a assisté à la conférence de presse du bureau exécutif du Conseil national du patronat, les membres qui ont fait face à la presse hier. Le secteur de la télécommunication et du numérique fortement impacté avec la coupure de l'Internet. Une baisse de 40% a été notée selon la directrice de Wave, Kourasen, que je vous propose de suivre. En général, si je parle au nom de Wave, c'est plus de 7 millions de clients qui ont été impactés par ces troubles et cette coupure Internet. Et là, je ne parle que de Wave, mais il y a d'autres opérateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, Orange, Free Money. L'effet indirect sur le système financier de manière générale. Comme vous devez le savoir, en contrepartie des unités de valeur qui circulent au niveau des comptes de Wave, vous avez de la monnaie fiduciaire qui est séquestrée dans différents comptes bancaires et qui représente la contrepartie de cette monnaie en circulation. Pour Wave uniquement, ce montant dépasse largement 150 milliards. Donc, priver les utilisateurs de Wave de leur argent peut entraîner de la panique et des retraits massifs des montants disponibles. Suite à une sanction qui frappe ce média, nous avons reçu une réquisition du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique visant à suspendre. Nous avons notifié formellement notre partenaire pour l'arrêt de cette suspension. Mais c'est un cas que nous voulons porter à l'attention de M. Antoine Gop, le président de notre groupement optique, mais aussi à l'endroit de M. Beidi Agne, pour relever le risque du caractère réputationnel sur l'activité globale, avec un appel au boycott. Nous voulons vraiment rappeler que notre position ne change pas et on reste fidèle pour nous conformer aux réquisitions de l'État, mais nous souhaitons vraiment le support de tout un secteur parce que ça a un impact au-delà de Wave sur tout un secteur financier. Toujours sur la situation socio-politique du Sénégal, Ousmane Kane tire la sonnette d'alarme. L'expert en réforme du secteur de la défense et de la sécurité, par ailleurs consultant international, appelle à plus de sérénité. Le point avec Muntaga Kane. L'expert des Nations Unies, qui a fait face ce lundi à la presse, s'est dit imbu d'une grande expérience des situations de guerre et leur lot d'atrocités. Je prends aussi la parole en qualité d'acteur politique et de citoyen du monde qui a servi l'Organisation des Nations Unies dans plusieurs pays en proie à des conflits armés sur le continent africain et au-delà. Dans cette situation de crise, le tableau est plus que sombre pour les populations civiles. Malheureusement, dans ces situations de crise, les populations civiles sont systématiquement exposées à des massacres, des mutilations, enlèvements, violences sexuelles, déplacements massifs des populations, famine et extrême pauvreté. Il signe et persiste, le Sénégal est en danger. Mes chers compatriotes, le Sénégal est en danger. Et le danger, il est là, il est présent. Et je parle en connaissance de cause. Il appelle les Sénégalais à ne pas dormir sur leur laurier. Attention, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il est extrêmement urgent que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble pour trouver une solution à cette crise.
Comme cadre d'échange et d'action, ils fondent un mouvement citoyen dénommé Union Sacrée. Avec le soutien et l'engagement des Sénégalais d'ici et de la diaspora, j'ai mis sur pied un mouvement citoyen dénommé Union Sacrée du Sénégal. Ce mouvement non partisan rassemble des citoyens sénégalais de tous bords qui partagent des valeurs communes et la détermination de trouver des solutions pérennes aux priorités de paix et de cohésion sociale. Le consultant international, qui dit comprendre le cri de cœur des jeunes, les appelle à s'engager dans les structures politiques et à se battre selon les règles de démocratie. Muntaga Kane, nous changeons complètement de registre pour parler de l'éducation. Concours général édition 2023, le palmarès connu. Les élèves des séries scientifiques se sont encore illustrés. Pour cette année, le prix du meilleur élève du Sénégal ne sera pas décerné. Pour plus de précision, je vous propose de suivre les explications du ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Omar Anne. On peut ensemble constater que les élèves des séries scientifiques ont encore cette année remporté la plupart des distinctions, y compris dans les disciplines et des séries littéraires. Sur les critères de classement au concours général, les meilleurs élèves de l'édition 2023 ne sont pas décernés pour le moment. Au regard qu'on n'a obtenu aucun candidat qui a eu 2 prix dans deux matières différentes. Et les critères, c'est qu'on choisissait un élève qui avait obtenu au moins 2 prix dans 2 matières. Cette année, on a quelques satisfactions. Par exemple, il y a 2 établissements qui n'ont jamais figuré dans le palmarès du concours général dont les élèves ont obtenu cette année un prix. Il s'agit des lycées de Fayou 2 de Thiès et du lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Les propos de Cheikh Omar Anne, ministre de l'Éducation nationale, recueillis par Babacar Seck, et puis état des lieux des impacts des crises sur les professionnels de l'enseignement et de la santé. L'exemple de la pandémie à Covid-19, une étude a été restituée et c'est dans le cadre du projet Éducation et santé mobilisée en situation d'urgence, une initiative de la COSIDEP Enda Santé et financée par la Fondation Osiwa. Je vous propose de suivre la réaction de Daoud Mohamed Diop. Il est au micro de Mamsey Nabou-Babou. D'abord, revenir sur l'idée de ce projet-là d'une manière générale. Si c'était dit que nous étions en situation de crise sanitaire, la pandémie qui avait un peu touché tous les secteurs, et qu'on a constaté que les fonctionnaires par nécessité de service, notamment les agents de santé qui étaient en première ligne dans le cadre de la riposte, et les acteurs de l'éducation aussi, des acteurs vulnérables, notamment par le nombre, l'effectif des élèves et des enseignants, donc qui sont des personnes très vulnérables. Mais l'idée aussi, c'était d'aller au-delà de leur vulnérabilité, qu'ils pouvaient être aussi des vecteurs, des relais de communication, notamment dans la sensibilisation, dans l'information contre cette maladie-là. Donc c'est de là qu'est parti ce projet-là. Et enfin, l'idée aussi, c'est d'arriver à pouvoir aussi montrer qu'il a été possible de décloisonner ces 2 secteurs, que face à une crise comme la santé, et notamment les différentes crises, qu'il y avait nécessité qu'une jonction des efforts, qu'une synergie puisse être faite entre les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'environnement, etc. Donc faire en sorte qu'on puisse arriver véritablement à travailler ensemble, main dans la main, et que c'est dans la conjugaison des efforts qu'on devient plus fort, qu'on devient plus résilient. Dialogue intergénérationnel sur la santé reproductive des jeunes, un dialogue dont l'objectif est de créer un cadre d'échange et de partage multisectoriel sur les questions liées à la santé reproductive et au bien-être des adolescents et des jeunes. Initié par Pupi Global, l'atelier a vu la participation de plusieurs associations sénégalaises. Le point avec Madia Diop. Viol, mariage précoce, maladies sexuellement transmissibles,
Bref, tous les aspects autour de la sexualité ont été revisités durant les 2 jours de rencontres d'échanges intergénérationnels organisés par Pipi Global. Les jeunes ont répondu à l'appel et certains en ont profité pour augmenter leurs capacités. Dans la même perspective, les jeunes sont informés, ils ont la bonne information et ils peuvent faire bon usage de ces informations-là. Donc ce forum est là pour mettre les jeunes dans un bon cadre de discussion et qu'il y ait la capacité aussi de s'exprimer et de porter leurs besoins vers les autres instances de prise de décision de ce pays. La directrice de Pipi Global se réjouit de cette rencontre et affirme que d'autres de ce genre sont prévus. Disons que ça c'est le début, donc c'est juste le début. Nous avons d'autres perspectives pour le Sénégal parce que nous sommes aujourd'hui là pour collecter, disons, entendre d'abord les jeunes, voir ce qu'ils ont besoin en termes de priorité, en termes de besoins. Et maintenant, nous, PP Global, avec... Cet atelier de 2 jours sur la santé sexuelle des jeunes s'est tenu en présence de plusieurs nationalités, mais aussi en présence de beaucoup d'organisations ici au Sénégal, comme l'ANG SRPF ou encore moins le programme de promotion des jeunes PPJ. Maître Diop, la journée mondiale du don de sang est célébrée ce 14 juin 2023, une occasion d'aborder encore la question de la culture du don de sang au Sénégal. Nombreux sont ceux qui ne font pas cet acte bénévole qui peut sauver des vies par peur qu'on leur détecte une maladie. Reportage au Centre national de transfusion sanguine et c'est signé Khadija Ndat Diouf. Centre national de transfusion sanguine, beaucoup viennent en famille, entre amis ou même seuls pour faire un don de sang. Faire un don de sang, une première pour cette femme qui auparavant était réticente. Avant, j'avais juste peur. Je ne savais pas ce qu'est le don de sang. C'est aujourd'hui que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui en avaient besoin. Sa peur, c'était qu'une maladie soit détectée sur elle. Mais en ce jour, elle a été convaincue par sa sœur. Ma sœur avait vraiment peur de venir faire des dons de sang. À chaque fois que la proposition lui a été faite, elle se montrait réticente. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à la convaincre. En cette journée mondiale du donneur de sang, cet homme vient pour sa 13e fois. Avec son ami, il affirme aussi que beaucoup restent réservés à la question du don de sang. Il les appelle ainsi à la raison. Il y a souvent dans certaines institutions, à savoir Twitter ou bien Facebook, on fait des annonces là-bas pour dire qu'à CNTS aujourd'hui, on fait des dons de sang. Mais tu vois, dans un certain nombre de gens qui disent que voilà, ils veulent venir pour faire une don, mais ils ont peur de par plus de détecter des maladies. Ce que je leur conseille est que voilà, une maladie qui se détecte, on peut le soigner. Il n'y a pas une maladie qu'on ne peut pas soigner. Et faire un don est un acte volontaire et bénévole. Si vous venez à la CNTS et vous faites un don de sang et que vous trouvez aussi que vous avez des maladies, on peut traiter ça. Parce que c'est une maladie qu'on peut soigner. La journée mondiale du donneur de sang célébrée ce mercredi 14 juin, une journée qui tombe bien dans un contexte où les besoins se font de plus en plus sentir. Nécrologie, le monde du syndicalisme en deuil. Sidia Ndiaye n'est plus le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, a perdu son dernier combat contre la mort. Membre du mouvement Andegessem, il était connu pour son engagement et son patriotisme. Portrait de Sidia Ndiaye, signé Papa Lunsara. Il était au cœur de toutes les batailles syndicales, l'homme n'a jamais déserté la rue. Son discours, de même que ses actions au service des travailleurs, le défunt était leur porte-parole, très actif, très réactif, très prompt à prendre le micro pour la cause de ceux qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. L'ombre du syndicalisme l'a toujours suivi, pas de répit, même dans les moments où la maladie s'en prenait terriblement à son corps. Sidia Ndiaye a toujours refusé le repos. Thé noir, débit rapide, démarche vive, il incarnait le non, puis le travailleur ne disait pas oui. Ce même en face de celui qui incarne la République. Sidia Ndiaye restait droit dans ses bottes, toujours dans les tranchées, brassard rouge autour du cou. Le syndicalisme va pleurer lors de la célébration du 1er mai dans notre pays. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal pleure quant à elle aujourd'hui son secrétaire général. Difficile aussi d'arrêter les larmes du monde des travailleurs.
Papa Lunsar, témoignage à présent de son plus proche collaborateur Aliou Kébé, pleure la disparition d'une personne engagée, un homme qui aimait son pays d'un amour profond. Le témoignage de Aliou Kébé au téléphone de Sékou Seydi. Nous avons cheminé de 2004 jusqu'à maintenant, depuis du syndicat qui a été créé au niveau de la mairie de Dakar. Depuis ce jour, Syria n'a cessé de lutter, de se battre pour maintenant que les travailleurs soient rémunérés, que les travailleurs soient dans de bonnes conditions. Toute sa vie durant son combat était le syndicalisme. Donc il avait ça dans le sang. Un gars qui a beaucoup œuvré pour le syndicalisme, qui a travaillé, et que sa centrale syndicale est la 5e centrale syndicale au niveau du Sénégal. Ceci témoigne nettement que ce gars-là a beaucoup travaillé, beaucoup fait. En plus bref, fin de mission pour Fatma Samoura. La FIFA, la secrétaire générale de la FIFA va quitter ses fonctions à la fin de l'année. C'est après 7 ans à la tête de l'organisation. Et nous allons à présent à la découverte de la paroisse Calazans, paroisse Saint-Joseph de Djembéreng, créée en 1964. Ce lieu de culte est dans un état de délabrement très avancé, très fréquenté. La paroisse polarise 4 villages, Boukout, Bouyouy et Nikin et Djembéreng. Découverte de la paroisse signée Hassan Ba, notre correspondant dans le sud du Sénégal. La paroisse Saint-Joseph de Calassans de Djembéreng est fondée en 1964 par les pères Piaritz. L'objectif était d'implanter l'évangile au cœur du berceau du peuple Awad de Djembéreng, fortement ancré dans les religions traditionnelles. C'est en 1987 que les pères Piaritz ont été remplacés par les prêtres diocésains de Ziguinchor. La paroisse de Djembéreng, polarisée à l'époque, plusieurs localités du Kassa. Donc depuis sa fondation, la paroisse s'étendait de Djembéreng jusqu'à Kabrousse et aussi l'île de Kachouane. Et vers le nord, nous avons le village de Nikin qui fait partie de la paroisse. Nous avons Boukot et Bouyouy, Djembéreng évidemment. Kachouane maintenant fait partie de la paroisse de Lenkin. Maintenant, les paroisses qui composent, les villages qui composent cette paroisse, donc on a au nombre de 3, Boukot, Bouyouy, Nikin et Djembéreng, voilà, donc 4 au total. Les religieux font toujours face à une forte influence de la religion traditionnelle, ce qui complique un peu la tâche de leur mission. Et ce qui pose le problème du syncrétisme, où des gens, ils sont ici, à l'église, sont des chrétiens, mais ça n'empêche, ils font encore des pratiques liées à la religion traditionnelle. Donc il y a cette influence, et ça c'est vraiment l'une des difficultés majeures que nous avons, donc l'influence de la religion traditionnelle ici. Depuis leur prise de fonction, les prêtres diocésains ont beaucoup investi dans l'éducation. Place aussi, il y avait une école primaire qui était là, avec les pères Piaris, et après cette école a été transformée en collège. Donc aujourd'hui, c'est l'actuel collège privé catholique de Djembéreng qui a été fondé aussi par les prêtres diocésains, donc qui sont là jusqu'à présent depuis 1987. Cette paroisse qui a été fondée en 1964 était dans un état de délabrement très avancé. C'est pourquoi elle a été fermée pendant 2 mois pour des rénovations, afin d'accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. Paroisse, cette année, suite à ma nomination, j'ai lancé un projet de rénovation de la paroisse dans son ensemble, en termes de peinture, en termes de construction de toilettes publiques, de la construction d'une grotte et du mur de clôture et de la finition de la tribune pour la chorale, parce que la paroisse est devenue, l'église est devenue un peu petite pour les grandes cérémonies où on a des problèmes d'espace. Alors pour cela, on a voulu libérer de l'espace à l'intérieur et c'est comme ça qu'une tribune a été rajoutée, mais les travaux de finition ne sont pas encore terminés. Nous sommes à la recherche de fonds. La célébration a repris dans cette paroisse lors de la célébration de la nuit pascale, mais les chantiers sont toujours en cours.
Donc on a repris la célébration dans une église rénovée et c'est une grande joie pour nous d'avoir pu mobiliser toute la paroisse et des moyens financiers pour réaliser ces travaux qui nous ont coûté plus de 2,5 millions et nous continuons à mobiliser les fonds pour terminer, poursuivre les travaux, notamment la grotte, les toilettes publiques, le mur de clôture et enfin la tribune pour la chorale. La paroisse Saint-Joseph de Calassans de Djembérin, qui continue sa cure de jouvence, veut mettre en place d'autres structures pour mieux générer des moyens financiers. Paroisse Saint-Joseph de Calassans de Djembéring, la rubrique découverte signée ce mercredi à Sanba. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.